Aujourd'hui, dans Art News, et si vous habitiez un appartement conçu par Le Corbusier? On vous fait visiter un duplex de la maison radieuse de Rezé, près de Nantes, avec une habitante des lieux, un petit avant-goût de notre week-end consacré à l'architecte. Direction ensuite le musée de la chasse et de la nature, les artistes Sophie Calle et Serena Caron ont investi le musée parisien. À visiter, beau duplex, lumineux, fonctionnel, idéal pour une famille. Nous vous emmenons découvrir l'un des 294 appartements de la maison radieuse à Rezé, près de Nantes. Ce grand ensemble est sorti de terre en 1955. Alors, lorsque les premiers habitants sont arrivés, pour la plupart, ils ne savaient pas ce que c'était que l'habitat collectif. Bon, alors là, pour le coup, 294 appartements, ça faisait du monde. Et surtout, ils ont été extrêmement étonnés par la modernité, voire repoussés, puisque l'immeuble n'a pas eu un succès foudroyant. Le principe du duplex était quand même très novateur pour l'époque. Cuisine ouverte, donc en lien direct avec la salle de séjour. Cette pièce était livrée vide aux premiers habitants. Aujourd'hui, elle paraît quelquefois un petit peu exiguë, mais pour nous qui sommes arrivés au milieu des années 50, c'était une pièce qui avait une superficie suffisante pour une famille de 5 ou 6 personnes, et surtout, il y avait la lumière. Qui est ici très présente, alors que nous venions pour la plupart de logements dans le centre de Nantes qui étaient sombres. À l'étage des chambres, Le Corbusier a été très attentif à l'intimité de chacun. Donc la chambre des parents et les chambres des enfants sont aux opposés de l'appartement. Cet appartement étant un duplex montant, la chambre des parents se situe au-dessus de la salle de séjour. C'est une chambre avec suffisamment d'espace pour le mobilier nécessaire dans une chambre et toujours la lumière avec une large surface vitrée. La chambre des parents dispose d'un accès direct à la salle d'eau. Cette salle d'eau, elle représentait un progrès énorme dans le confort des premiers habitants, qui généralement n'en disposaient pas avant et se lavaient dans la cuisine. Son aménagement est assez rudimentaire, mais nous avions une douche italienne avant l'heure, puisque nous prenions directement la douche sur le sol recouvert d'une résine, avec un écoulement d'eau, et la production d'eau chaude venait de la cuisine. Et bien souvent, les premiers habitants ont découvert les toilettes en arrivant à la maison radieuse. C'est mon cas, puisque j'habitais dans le centre-ville de Nantes et que les toilettes étaient sur le palier, communes à plusieurs appartements. Et donc c'est un vrai confort d'avoir des toilettes dans l'appartement, uniquement pour les membres de la famille. C'est la pièce que Le Corbusier appelait la lingerie, et il y prévoyait des placards. Mais faute de budget, les aménagements n'ont pas pu être réalisés. C'est la pièce de liaison entre le domaine des parents et le domaine des enfants. Alors, ce qui surprend toujours au premier abord, c'est le format inhabituel de ces chambres, qui sont des chambres en longueur. Les deux chambres sont séparées par une cloison en bois, dont une partie est mobile. Donc le soir, chaque enfant retrouve son intimité, mais dans la journée, cette cloison mobile peut être ouverte et à ce moment-là, l'espace de jeu est plus grand. D'autre part, cette partie coulissante, de part et d'autre, c'est en fait un tableau, donc un très grand espace d'expression pour les enfants. Les enfants ont véritablement leur autonomie, avec leur espace. Bon, souvent il y avait 2 enfants par chambre, mais ils disposent d'une loggia. Ils peuvent accéder à la loggia par une petite porte à leur taille, qui est d'ailleurs dimensionnée de façon à ce qu'ils ne puissent sortir ni une chaise ni un tabouret. Le Corbusier attachait une extrême importance à la lumière. La plupart des appartements sont donc des appartements traversants.
avec le soleil de l'Est le matin, le soleil de l'Ouest le soir, ou bien des appartements sur le pignon sud, il n'y en a pas sur le pignon nord qui est aveugle. Non seulement des larges baies vitrées, des fenêtres bandeaux qui laissent entrer la lumière, mais qui permettent aussi, surtout dans les rues élevées, d'avoir une vue extrêmement dégagée et même se croire dans le ciel à certains moments. Quand on est allongé sur son lit et qu'on ne voit pas le paysage, on voit le ciel. Et on a souvent l'impression d'être en voyage. Vous aimez les animaux empaillés? Vous êtes fan d'art contemporain? Alors foncez au musée de la chasse et de la nature à Paris. Les artistes Sophie Calle et Serena Caron investissent les moindres recoins du musée. Je m'appelle Sonia Voss, je suis commissaire d'exposition. Je travaille plus particulièrement généralement pour la photographie. Et j'ai eu la chance, il y a 2 ans, de faire une première exposition ici au musée de la chasse et de la nature de photographie. Et j'ai tellement aimé ce lieu qui est absolument extraordinaire, qui est vraiment un lieu unique à Paris, que j'ai voulu absolument trouver une autre bonne idée d'exposition. Et alors j'ai assez immédiatement pensé à Sophie Calle, dont l'univers est pourtant a priori assez éloigné de la chasse, parce qu'elle ne chasse pas elle-même, elle n'a jamais assisté à une chasse, d'ailleurs elle le dit, elle le répète souvent, mais comme on sait, son œuvre est traversée par un autre type de chasse, qui est la chasse à l'homme. J'ai découvert une chose que j'ignorais, c'est qu'en fait elle vit chez elle entourée d'animaux, puisqu'elle a une collection absolument fabuleuse d'animaux naturalisés. Chacun de ces animaux porte le nom d'un de ses proches. Et elle a tout de suite voulu à son tour inviter elle-même Serena Caron, qui est une amie d'enfance, mais aussi une artiste qu'elle apprécie énormément. C'est quelqu'un dont elle possède elle-même plusieurs pièces et dont vraiment, pour le coup, l'œuvre est vraiment construite autour de l'animal, parce que son atelier, c'est un bestiaire. C'est vraiment une artiste extraordinaire qui sonde les sentiments humains à travers la figure animale. Et d'où le titre « Beau doublé, Monsieur le Marquis ». Mémoire, qui a un double titre en fait, parce qu'il s'agit d'une installation commune de Serena Caron et Sophie Calle. Le point de départ, c'est cette quête assez tragicomique, on pourrait dire, qui dure depuis quelques années maintenant, de Sophie Calle pour le tombeau dans lequel elle aimerait être enterrée à sa mort. Et en parlant comme ça avec Serena Caron, elles se sont dit, bon, bah, on va créer le gisant qui va aller au-dessus de la tombe qui finalement sera la tienne. Et donc Sophie Calle a posé pour cette sculpture absolument extraordinaire que Serena Caron a réalisée en faïence, où on voit l'artiste allongée et recouverte de multitudes d'animaux qui grimpent sur elle. Enfin, c'est vraiment un travail vraiment remarquable. Elle raconte qu'en héritage, elle a prévu de donner à chacun de ses amis l'animal qui lui correspond, mais que faire de ceux qui ne sont plus là, qui ont déjà disparu. Et elle s'est dit, moi, je vais tous les prendre avec moi dans ma tombe. Et du coup, elle les a tous emmenés ici au musée. Ceux qui connaissent bien le musée de la chasse et de la nature savent que vraiment l'animal emblématique des lieux, c'est l'ours blanc qui accueille les visiteurs au premier étage. C'est un animal absolument imposant, à la fois sympathique, un peu effrayant quand même. Bon, c'est la mascotte du musée, quoi. Sophie Calle a recouvert l'ours blanc d'un drap et a invité plusieurs personnes du musée, de l'équipe du musée, que ce soit des conservateurs, des personnes de l'accueil, des personnes de la comptabilité, enfin toutes les personnes qui côtoient cet ours au quotidien. Elle leur a demandé de venir devant l'animal et de décrire comment cet ours continue à vivre, même caché sous son drap, dans leur imaginaire, dans le souvenir. Et c'est très beau parce que, c'est très amusant, mais c'est aussi très beau parce que ça reflète vraiment le spectre des sentiments qu'on peut éprouver devant le sauvage, quoi, en fait, devant l'animal sauvage. Alors, c'est une œuvre de Serena Caron qui représente, de toute évidence, une multitude de saumons. C'est une œuvre qu'elle a réalisée en cire, avec un système avec un moule, mais dont chaque poisson est vraiment retravaillé manuellement. Donc chaque poisson est unique. Elle a aussi un autre titre qui est Contagion, parce que voilà, on voit comment on passe du rose au noir dans une sorte de dégradé assez inquiétant. Sophie raconte qu'à la mort de son père, elle a été frappée de panne d'inspiration. C'est vraiment, elle a cessé d'avoir des idées.
Pour l'anecdote, cet été, elle est passée à Arles devant un poissonnier, devant lequel elle a vu une pancarte où était inscrite cette phrase « Pêchez des idées chez votre poissonnier ». Elle s'est dit « Ah bah, je vais faire ça, moi aussi, je vais aller voir mon poissonnier et puis peut-être qu'il pourra m'aider ». Pour Sophie Calle, c'est une exposition qui est importante, je crois, parce qu'elle reprend des thématiques qui sont vraiment qui lui tiennent très à cœur ces dernières années, à savoir la mort, celle de son père, celle de son chat, Souris, celle de sa mère, toutes ces présences, ces fantômes, en tout cas, sont au cœur de l'exposition. Donc c'est vraiment, on est au plus près, je pense, de ce qui compte pour Sophie Calle aujourd'hui. Et à la fois, on a cherché à montrer des choses, des œuvres historiques, comme la suite vénitienne, mais aussi ses histoires vraies, en les réactivant dans le contexte très particulier des salles du musée de la chasse et de la nature. Avant de se quitter, un petit tour de France d'exposition qui risque de vous plaire. Depuis les années 70, Pierre Olivio accumule divers objets voués à l'oubli. Résultat, il en fait des œuvres et leur redonne vie en les associant. Des sculptures fantaisistes à découvrir à la Maison européenne de la photographie. Grâce à des œuvres des plus grands sites archéologiques de la côte nord du Pérou, l'exposition Le Pérou avant les Incas présente l'organisation du pouvoir dans les sociétés andines avant le début de l'Empire Inca, 2000 ans avant notre ère. Le musée Bonnard célèbre le 150e anniversaire du peintre du même nom, Pierre Bonnard. Connu pour être le peintre de la couleur et de la lumière, l'exposition retrace toutes les périodes de sa vie, de sa jeunesse nabie et japonisante à ses portraits de nu. Dans le Nord, l'artiste Alain Godon est amené à livrer un regard contemporain sur l'œuvre d'Henri Matisse. Il a choisi New York et Tahiti, des voyages qui ont grandement influencé Matisse, pour construire son architecture du rêve avec plus de 150 œuvres. Istanbul, Alger, Venise, Séville, Lisbonne, ce sont les grandes cités portuaires de la Méditerranée au 6e et 7e siècle. L'exposition Connectivité propose de suivre l'historien Fernand Braudel et d'aborder la Méditerranée de cette époque pour arriver jusqu'aux mégalopoles et métropoles d'aujourd'hui. La couleur, élément indissociable de l'art, émotion, sensation, statut social, style, elle peut traduire plusieurs intentions. La Manufacture nationale de Sèvres rend hommage aux couleurs avec près de 400 œuvres.